Bonjour, je vais vous présenter mon TIPE qui porte sur l'étude de la caféine, plus précisément sur l'influence que le volume d'eau présente sur sa concentration dans le café. La caféine est un enjeu de santé publique car il s'agit d'une des boissons les plus consommées à travers le monde et elle fait donc le lien avec le thème de l'année qui est santé-prévention. Les effets de la caféine sur le corps humain sont plutôt flous. Par exemple, en 1972, une étude a montré que la consommation de caféine augmentait le risque d'infarctus du myocarde, ce qui a été contredit quelques années plus tard par une autre étude. Dans l'ensemble, les effets de la caféine sur le corps humain sont assez flous, mais les sites de santé s'accordent à ne pas dépasser une dose journalière pour un adulte en bonne santé d'environ 400 mg de caféine par jour. Et pour mes études, j'ai donc voulu étudier le volume d'eau, l'influence qu'il a sur la concentration dans la caféine. Pour cela, j'ai donc commencé par préparer des solutions de café. Donc j'ai utilisé une machine à café Tassimo de la marque Bosch et j'ai utilisé des capsules L'Or Splendente. Donc si vous ne connaissez pas le principe de fonctionnement de la machine, c'est très simple. J'insère une dosette dans la machine et lorsque j'appuie une fois sur la machine, celle-ci me délivre un volume de 50 ml d'eau, donc que j'ai revérifié à l'aide d'une éprouvette graduée. Et donc pour la préparation de mes solutions, j'ai à chaque fois utilisé une seule dosette de café et j'ai appuyé un nombre multiple de fois sur la machine pour obtenir des solutions allant de 50 à 250 ml. Donc les décharges ne sont pas à l'échelle, mais les solutions sont bel et bien croissantes. J'ai donc ensuite réparti mes objectifs sur différentes manières. Donc mon objectif qui est toujours celui d'étudier l'influence du volume d'eau sur la concentration de caféine dans le café. J'ai donc commencé par mettre au point un protocole de quantification de la caféine dans le café pour ensuite pouvoir comparer la teneur en caféine dans les différentes solutions. Et finalement, j'ai analysé les produits que j'ai obtenus. Donc mon premier protocole a été de le réaliser par spectrophotométrie, donc de doser la caféine par spectrophotométrie. Donc pour cela, j'ai préparé différentes solutions. Tout d'abord, une solution de caféine pure diluée dans un solvant qui est de l'acide sulfurique à 0,5 g par mol. Et j'ai également réalisé de même pour du café et du décaféiné, toujours avec ma machine. Et j'ai donc passé ces solutions au spectrophotomètre pour en tracer leur spectre d'absorbance. Donc pour la caféine pure, j'ai obtenu un premier résultat on peut voir ce spectre ci contre avec la molécule de caféine représentée ici. Et on obtient donc un maximum d'absorption à environ 290 nanomètres, ce qui était en accord avec mes recherches bibliographiques et qui me sert donc de repère pour la suite de mes expériences. J'ai donc réalisé de même pour le café et le décaféiné dilué. J'ai donc obtenu ces deux spectres et on peut voir qu'il y a une certaine similarité dans les absorbances et notamment si je m'intéresse à 290 nanomètres, on peut voir que l'absorbance est assez similaire et ça m'a donc permis de déduire qu'il y avait une nécessité d'isoler la caféine pour l'étudier car on remarque qu'il y a sûrement d'autres molécules qui absorbent à cette longueur d'onde, donc qui obstruent sur la caféine et qui m'a conduit à devoir isoler la caféine. J'ai voulu continuer ce protocole, notamment en vérifiant la loi de Berlambert qui est marquée ci contre, pour rappel. J'ai donc réalisé une gamme étalon de solutions, donc toujours de caféine pure dans l'acide sulfurique, mais j'ai rencontré divers problèmes, notamment sur le seul spectrophotomètre du lycée qui était censé suffisamment bas dans les UV a commencé à dysfonctionner et ça m'a empêché de déterminer un coefficient d'extinction molaire pour la caféine relative à la loi de Berlambert. Donc pour cela, j'ai donc dû rebondir sur un nouveau protocole qui est celui de l'extraction de la caféine brute. Donc pour cela, pour m'y prendre, j'ai réalisé des extractions avec du dichlorométhane. J'ai ensuite séché puis évaporé les phases récupérées et finalement, j'ai pesé mon produit brut. Donc pour commencer, j'ai représenté mon montage avec les extractions par du dichlorométhane. Donc on peut voir le montage avec des ampoules à décanter, avec la phase aqueuse qui est donc la phase noire ici, qui représente donc initialement le café,
Et en bas de la phase organique, j'ai utilisé le dichlorométhane qui est plus dense que l'eau, donc on la retrouve en bas. Et le principe de fonctionnement est que la caféine a tendance à migrer dans le dichlorométhane. J'ai cependant rencontré un problème qui est celui du phénomène d'émulsion, donc qui est tout simplement le fait que les deux phases ne soient pas très distinctes. Donc on pouvait, dans mes expériences, ça pouvait aller d'une émulsion qui était relativement faible, où les deux phases restent tout de même assez distinctes, jusqu'à des émulsions très importantes pour lesquelles la distinction des phases est compliquée. Et c'est donc un problème que j'ai dû prendre en compte pour la suite. Pour la suite, j'ai donc simplement récupéré la phase organique et j'ai donc procédé à un séchage puis une évaporation. Donc pour cela, j'ai utilisé un évaporateur rotatif, comme on peut le voir ici. Et une fois que mon dichlorométhane, donc ma phase organique, a été évaporée, j'ai obtenu une poudre jaunâtre qu'on peut voir ici dans les béchères et dans le ballon, qui est censément de la caféine brute. J'ai donc ensuite réalisé une pesée en ayant réalisé ce protocole pour chacune de mes solutions. Et j'ai donc obtenu ce tableau. Donc on peut retrouver mes solutions allant de 50 à 250 ml. Et dans mes masses, donc dans mes pesées, on pouvait voir tout d'abord une certaine croissance de la masse. Donc ça, c'était mon intuition. Et j'ai juste eu une petite surprise par rapport à mes solutions à 150 et 200 ml pour lesquelles la croissance semble être un petit peu cassée au niveau de ces deux solutions-là pour la masse pesée. Donc je vais le commenter un petit peu plus tard dans l'exploitation de mes résultats. Finalement, avec la caféine brute que j'ai obtenue, j'ai réalisé une purification, donc une recristallisation dans l'acétone pour le coup. Et pour schématiser, j'ai tout simplement pris ma caféine brute sous la forme d'un solide jaunâtre et après recristallisation, j'ai obtenu d'un côté de la caféine purifiée sous la forme d'un solide blanchâtre et de l'autre un liquide jaunâtre qui était de l'acétone avec censément des restes dedans. J'ai par la suite procédé à diverses méthodes d'identification, donc avec beaucoup de méthodes de chimie analytique classique, notamment des chromatographies sur couche mince. J'ai également réalisé des spectres RMN du proton 1 et du carbone 13, ainsi que des spectres infrarouges pour analyser ma caféine. Donc tout d'abord, j'ai schématisé le principe de fonctionnement de ma chromatographie sur couche mince. Donc à gauche, on peut voir le schéma et à droite, les différentes solutions que j'ai étudiées. Tout d'abord, la solution S0 qui correspond à de la caféine pure dans le dichlorométhane. La solution S1 qui est donc ma caféine purifiée que j'ai obtenue également du dichlorométhane. Et finalement, la solution S2 qui est la solution d'acétone avec les restes que j'ai explicité précédemment dans la phase de purification. J'ai donc réalisé ce montage suivant. Donc, pour cela, j'ai choisi comme éluant un mélange éthanol-cyclohexane et j'ai voulu étudier cet éluant sous différentes proportions. Donc ici, sous trois proportions différentes qui vont de 3,7 à 7,3. Et j'ai ensuite obtenu les résultats suivants, donc avec les trois plaques relatives à différentes proportions éthanol-cyclohexane. Et j'ai retenu celle où la proportion d'éthanol-cyclohexane est de 7,3, car on peut voir distinctement pour les trois solutions trois tâches qui ont migré à la même hauteur. Donc par rapport à la solution S0, on sait qu'il s'agit de caféine. Donc on sait qu'il y a eu tout de même un petit peu de caféine qui est resté dans la solution S2, qui était donc l'acétone. Et on voit également une tâche qui a migré plus haut que les autres tâches et qui correspondrait donc à des impuretés qui donneraient cette couleur jaunâtre à la solution. J'ai également réalisé des spectres RMN du proton. Donc tout d'abord, en haut, il s'agissait du spectre RMN de la caféine de référence, ensuite celle de ma caféine purifiée, et j'ai également réalisé une simulation sur Kimjo qui m'a permis d'attribuer différents déplacements chimiques. Donc on peut voir la molécule de caféine ici et en bleu les déplacements chimiques simulés par le logiciel. Et finalement, en mettant tout à la même, sur les mêmes axes,
on peut voir que les pics sont bien... comment dire, on peut voir qu'il y a une certaine... ah pardon, je me reprends. On peut voir qu'il y a une certaine similitude sur les pics et qu'ils sont tous au même déplacement chimique et même que même les amplitudes correspondent, ce qui m'a permis de conclure sur la qualité de mon produit que j'ai bien obtenu de la caféine. J'ai finalement pu réaliser un premier graphique, donc ici un graphique qui trace la masse de caféine en fonction du volume d'eau. Donc on peut voir qu'il y a tout d'abord une certaine croissance de la masse en fonction du volume d'eau, excepté encore une fois pour ces deux points à 150 et à 200 ml, pour lesquels la croissance est un petit peu perturbée. Et j'ai également tracé un graphique, cette fois-ci de la concentration en caféine dans le café en fonction du volume d'eau. Donc j'ai représenté en noir les points que j'ai mesurés par rapport à mes masses que j'ai ensuite calculées, et les points en rouge qui correspondent à une dilution théorique, comme si j'avais simplement pris ma solution à 50 ml et que je l'avais théoriquement diluée à chaque fois. Donc, ce qui permet d'avoir une certaine référence par rapport au point de mesure. Et on peut voir que dans les deux cas, il y a une décroissance de la concentration. Cependant, les points mesurés sont plus importants en termes de concentration que les points simplement dilués. Pour ce qui est des incertitudes, j'ai voulu faire deux approches différentes, donc avec deux modèles différents. Donc j'ai représenté à nouveau la photo de l'émulsion que j'ai obtenue, donc en haut avec la phase aqueuse, en bas la phase organique et ici l'émulsion. Et j'ai considéré d'un côté la caféine dans la phase organique, donc j'ai appelé M pesé pour la masse de caféine, et M perte qui correspond à la caféine, donc la masse de caféine perdue dans l'émulsion. En première approche, j'ai considéré que la masse de caféine correspondait à la masse que j'ai pesée. Tout simplement, j'ai considéré que l'émulsion représentait une erreur systématique et je l'ai donc négligée pour toutes les solutions. Et dans une seconde approche, j'ai voulu considérer cette perte. Donc j'ai réalisé des calculs théoriques sur cette masse de caféine qui aurait pu être piégée dans l'émulsion. Et j'ai donc considéré que la masse de caféine correspondait à la masse pesée ainsi qu'à la masse perdue. Cela m'a donc permis de tracer deux graphiques, à nouveau la masse de caféine en fonction du volume d'eau, avec les deux modèles différents, donc à gauche pour lesquels la perte est négligée et à droite les pertes sont estimées. Donc tout d'abord, on peut voir que pour les pertes estimées, les incertitudes sont très faibles, et ce qui m'a un petit peu, ce que je n'ai pas trouvé très pertinent scientifiquement, j'ai donc décidé de ne pas garder cette méthode pour la suite, car on peut voir les différentes incertitudes assez importantes. Et les incertitudes ont cependant été un petit peu répondues aux problèmes sur la croissance qui était un petit peu cassée par ces deux points, car on peut voir que pour la solution à 150 ml, finalement, l'incertitude est assez importante, ce qui fait qu'avec les incertitudes, on retrouve cette croissance de la masse de caféine en fonction du volume d'eau, donc qui un petit peu allégeait ce problème rencontré. Et j'ai réalisé de même pour la concentration en caféine en fonction du volume d'eau. Donc cette fois-ci, on retrouve à nouveau cette décroissance de la concentration en fonction du volume d'eau, toujours avec les points de dilution pour avoir un certain repère. Et en réponse à ma problématique, qui était donc de savoir comment évoluer la concentration en caféine dans le café en fonction du volume d'eau, j'ai noté tout d'abord, encore une fois, qu'il y a une certaine décroissance plus le volume d'eau est important. Et j'ai pris les deux cas extrêmes à 50 ml et à 250 ml pour lesquels je passe d'une solution de 50 à 250. Donc j'ai quintuplé le volume d'eau. Cependant, la concentration, elle, est passée de 1,1 g par litre à 0,4 g par litre. Donc la concentration n'a même pas été diminuée, de 3 fois. Donc ce qui répond à la façon dont la concentration en caféine évolue dans le café. Donc merci de m'avoir écouté.